ça a été de les faire réfléchir sur ce qu'est une entreprise juste. Alors là, ça les sortait complètement de leur champ habituel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission qui parle de la responsabilité des entreprises sur des sujets RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Christelle Keller. La thématique du jour, écologie humaine, avancée en équipe. Alors Christelle, vous êtes auteur de plusieurs livres sur l'écologie humaine, notamment le dernier, Écologie humaine et entreprise performante, qui est préfacé par le président de la Poste. Vous avez donné différentes conférences et vous enseignez en école. Vous êtes médiatrice, experte des sujets RSE. Oui, C'est bien ça? c'est bien ça. Bonjour Christelle, je suis ravi Bonjour. de vous recevoir ici sur le plateau de Culture Responsable. Merci à vous de me recevoir. Du coup Christelle, on va directement rentrer dans le vif du sujet et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous définissez l'écologie humaine? Alors l'écologie humaine, c'est une manière de penser tout le champ social, tous les domaines des activités en plaçant la personne humaine au centre. C'est-à-dire de considérer qu'une personne humaine, c'est à la fois un membre d'une famille, un citoyen, un patient pour les médecins, un travailleur en entreprise, quelqu'un inséré dans des associations, dans des cercles amicaux. Voyez, et en fait, l'idée, c'est que toutes les activités doivent, pour être à la fois performantes et humaines, placer cette personne au centre, y compris sur les sujets environnementaux, ce qui est moins intuitif. C'est-à-dire qu'à contre-courant, ça va être, par exemple, dans le monde de l'entreprise, la même entreprise, ça va être celle qui va à la fois polluer et maltraiter ses employés. Donc les questions environnementales, sociales et sociétales, si on prend les trois volets de la responsabilité sociale des entreprises, sont interconnectées, mais ça part toujours de la dignité de la personne humaine au centre. Alors c'est peut-être un peu théorique ce que je dis, mais ça s'illustre très bien dans différents champs et différents projets de l'entreprise, souvent sous le vocable RSE. Alors justement, vous avez déterminé 12 critères, c'est ça, vous les avez conceptualisés, 12 critères de l'écologie humaine. On va peut-être pas tous les citer, mais peut-être qu'on peut parler de certains, peut-être les plus pertinents aujourd'hui. Oui, je pense que le mieux, c'est peut-être de prendre des exemples. J'ai eu l'occasion de monter une communauté de bénévoles pour faire du bénévolat de compétences en entreprise. J'ai par exemple travaillé avec des collaborateurs qui font des missions d'ateliers budgétaires auprès des missions locales. Donc les missions locales, ce sont des organismes qui aident les jeunes éloignés de la scolarité, souvent exclus, souvent avec un faible bagage culturel, à s'insérer dans la vie, en particulier à chercher du travail, à faire des démarches administratives. Et les collaborateurs, souvent de banque ou de la Poste, donc qui connaissent les métiers bancaires, vont faire des ateliers budgétaires où ils expliquent à ces jeunes comment gérer son budget. Donc ça, typiquement, c'est un moyen de transmettre un métier, un savoir-faire, ce qui est un des critères. C'est un moyen de prendre en compte le temps long, parce qu'il y a un investissement sur ces jeunes qui peut-être ne payera que plusieurs années plus tard. C'est un moyen de travailler avec des communautés locales, avec d'autres parties prenantes, des associations, les missions locales et autres. Ce sont aussi des critères d'écologie humaine. Voyez, donc à travers une action, on peut comme ça mobiliser plusieurs critères. D'accord, donc ça c'est le bénévolat ou le mécénat de compétences. Voilà, dans le bénévolat de compétences, des entreprises s'investissent, c'est-à-dire qu'elles facilitent en interne des communautés de bénévoles. Je pense à BNP Paribas, par exemple, ou La Poste. Alors, on pourrait dire en quoi ça les regarde, puisque le collaborateur, il agit sur son temps libre. Mais en fait, elles se sont rendues compte que de faciliter ces démarches-là, ça permet à des collaborateurs d'être ambassadeurs de l'entreprise, parce qu'ils se présentent quand même de l'entreprise. Ça leur permet de mobiliser leurs compétences dans un champ nouveau. Donc animer des ateliers de jeunes quand on est conseiller bancaire ou guichetier, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça leur permet également d'apprendre des compétences autres et de les rapatrier après dans l'entreprise. Tout ce qui tourne autour de l'innovation sociale qui est très présente dans l'économie sociale et solidaire. Donc ils ont appris certaines techniques, ils les ont rapatriées. C'est également un outil d'engagement et de motivation du collaborateur qui est fier que son entreprise participe à ce genre de démarche.
Donc dans cet écosystème, tout le monde bénéficie du bénévolat ou du mécénat de compétences, que ça soit le collaborateur, que ça soit la personne enfin, le bénéficiaire oui. et l'entreprise. l'entreprise, puisqu'elle va bénéficier aussi des initiatives d'économie sociale et solidaire ou de ces différentes pratiques. Voilà, et d'avoir un collaborateur réengagé qui a appris de nouvelles, qui a mobilisé ses compétences différemment ou a appris de nouvelles compétences. Donc c'est exactement ça, tout le monde dans cet écosystème où on place la personne humaine au centre, à savoir le bénéficiaire de la mission locale, peut y gagner, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que concrètement l'entreprise met en place pour mettre en place cette mission locale? Alors, par exemple, c'est déjà de faire connaître ce programme de bénévolat de compétences en interne et d'inciter les collaborateurs à s'y inscrire. C'est nouer des partenariats avec des associations qui peuvent être financiers ou pas. Parfois, il n'y a pas du tout d'aide financière. Alors, bien sûr, le collaborateur, il peut aller, lui, voir une association de son propre chef et y aller, et beaucoup le font. Mais souvent, certains qui seront peut-être un peu plus timides, le fait que leur entreprise ait noué un partenariat, ça les incite à franchir le pas. Et l'entreprise souvent offre une journée de formation sur ce qu'est le bénévolat de compétences et elle anime également la communauté des bénévoles. Par exemple, en faisant venir des intervenants de haut niveau avec une journée d'animation. Et puis, il y a ensuite tout le travail avec l'association, quoi, bénéficiaire. Et alors, Christelle, qui peut faire ça dans l'entreprise? Qui peut être à l'initiative de ce projet? Tout le monde. Donc, dans le cas de la Poste, par exemple, ça peut être les gens qui sont titulaires ou pas, même des collaborateurs en CDD. Tout le monde peut y participer, quel que soit le grade, la position hiérarchique, le métier. Après, il faut avoir envie de transmettre des compétences, mais ce que je disais pour les ateliers budgétaires, tout adulte un minimum éduqué et formé peut apprendre à un jeune en difficulté à gérer son budget. Ça ne demande pas de faire de la haute comptabilité, vous voyez. Donc, tout professionnel d'entreprise peut faire ça. Évidemment, je donne beaucoup d'exemples bancaires parce que ce sont plus les salariés des banques. C'est pour ça que je parlais de BNP Paribas ou de la Poste ou la Banque Postale. C'est sûr qu'ils ont plus d'appétence à ça. Mais... Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque collaborateur, en fonction de son poste, va pouvoir apporter des compétences qui lui sont propres. Exactement. Exactement. Et c'est une fierté pour lui aussi de pouvoir voir ses compétences mises en œuvre dans un cadre un peu différent de son travail. Un aspect un peu motivation, c'est que parfois des collaborateurs désengagés ou démotivés ou un peu en deuxième partie de carrière, un peu en questionnement, on s'est rendu compte également que c'est une manière de les remotiver, de leur redonner du sens, puisqu'on parle beaucoup du sens au travail en entreprise, et de les redynamiser, et certains sont très fiers. Ça peut même avoir un impact sur l'absentéisme parce que le collaborateur, voilà, il va s'investir et plutôt que de se mettre en maladie, il va se dire je ne vais pas lâcher mes petits jeunes et je vais prendre sur moi pour y aller. Vous voyez, donc c'est vertueux un peu pour, encore une fois, pour tout le monde, quoi. Alors justement, Christelle, de façon très concrète, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans nos organisations aujourd'hui? Alors, pour répondre très concrètement, je vais donner un exemple d'une entreprise qui a mis ça en place. C'est Géopost, donc la filiale colis express de la Poste. En France, c'est Chronopost, c'est la marque DPD dans le monde. C'est un métier très dur, très concurrentiel. Souvent, les livreurs sont des sous-traitants. Souvent des personnes peu qualifiées, avec beaucoup de turnover. Donc on n'est pas dans un monde du tout d'enfants de cœur ni de bisounours. C'est important de le préciser. Voilà, avec des critères maintenant environnementaux très forts. Donc ils ne sont pas là pour rigoler, c'est ça que je voulais dire. Il n'empêche que l'ancien président de Géopost, il a souhaité faire réfléchir son CODIR, donc les patrons des deux plus grosses filiales et CN-1 du siège, sur une démarche, alors lui il a appelé ça place de l'homme dans l'organisation. C'était une démarche vraiment d'écologie humaine, parce qu'en fait, moi j'ai travaillé d'abord en chambre avec lui, on a rebalayé les 12 critères et on les a ventilés dans 4 grands questionnements. C'est d'abord faire réfléchir son CODIR, donc sous forme d'atelier, sur qu'est-ce qu'une entreprise performante. Alors là, ils étaient à l'aise. Une entreprise performante, c'est des business units très décentralisés, donc ils connaissaient bien ces sujets-là. Là, on parle de performance économique. Voilà, performante, ils ont réfléchi là-dessus. D'accord.
Puis après, on a parlé d'une entreprise responsabilisante. Donc, vous voyez, il y a déjà, on reste encore pas mal dans le business, mais il y a un petit glissement, plus managérial, plus RH, comment responsabiliser mes collaborateurs, les sous-traitants, les fameux livreurs dont je parlais, les collaborateurs dans les centres de tri. Donc, d'une approche déjà un peu plus RH et un peu plus humaine, quoi, si vous voulez. Après, on est passé à l'entreprise reconnaissante. Donc, déjà, un glissement, ça devenait un peu plus... ça les bousculait un peu plus, si vous voulez. Parce que reconnaissante, c'est comment j'exprime ma reconnaissance auprès du collaborateur. Mais N-1, mais y compris jusqu'aux collaborateurs les moins qualifiés. Donc, il y a la reconnaissance financière, bon, alors ça c'est une chose, mais également toutes les marques de reconnaissance autres que financières. Donc, ils ont beaucoup réfléchi sur ces questions-là, sur alors la reconnaissance qui passe justement par donner de l'autonomie, remercier, valoriser les initiatives, ce genre de choses. Donc déjà, avoir de la gratitude, valoriser la personne dans son travail. Voilà, mais également des règles, y compris élémentaires de politesse. Ça commence parfois par Remercier. ça. Donc déjà, ils étaient moins habitués à réfléchir sur ces questions-là. Oui. Et alors, le quatrième étage de la fusée, ça a été de les faire réfléchir sur ce qu'est une entreprise juste. Alors là, ça les sortait complètement de leur champ habituel, parce que là, quand on parle du juste ou de l'injuste, on est dans l'éthique, le bien et le mal, si vous voulez. Donc, en entreprise, on réfléchit rarement à ces questions-là. Mais ils ont joué le jeu, ils ont essayé de réfléchir à, voilà, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise juste. Alors, ils sont partis sur l'idée plutôt de la justesse, c'est-à-dire de prendre des décisions en adéquation avec les problèmes qui se posent, plutôt que la justice au sens de la valeur éthique un peu abstraite. Mais déjà, ça leur a fait faire une réflexion qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, quoi. Ou en tout cas peut-être à titre personnel, mais pas dans le cadre de leur business habituel. Donc voilà un exemple de mise en œuvre, en tout cas de réflexion au plus haut niveau sur ces critères d'écologie humaine. Et qui après se sont traduits par des conséquences concrètes. Moi j'étais la consultante, donc un consultant c'est toujours frustré parce que ça ne voit pas forcément la réalisation de son travail, mais ils ont recruté quelqu'un en interne pour faire suivre ces projets. Donc du CODIR c'est descendu au N-2 et il y a eu des projets concrets qui ont été mis en place comme ça. Donc dans ce projet très concret, les 4 niveaux d'écologie humaine, pour résumer justement, donc c'était... Est-ce que vous pouvez résumer ces 4 Entreprise performante, responsabilisante, reconnaissante, juste. Voilà, 4 niveaux de travail de l'écologie humaine avec, in fine, l'entreprise juste, donc celle qui, justement, est la plus proche, celle qui met l'humain vraiment au centre de ses préoccupations. Voilà, c'est très bien dit. Voilà, celle qui arrive à faire tous les 12 critères, quoi. Est-ce que ces 4 niveaux, on peut les appliquer à tout type d'entreprise? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de l'appliquer à d'autres types d'entreprises? Oui, c'est un des critères. C'est que... alors, tout ne se vaut pas. Selon le métier de l'entreprise, c'est plus ou moins facile. Mais il y a quand même l'idée que toute entreprise peut avoir cette réflexion et appliquer peu ou prou ces critères. Je prends un exemple, celui du temps long. Tout le monde dit qu'il faut être sur le temps long, on est trop dans le court terme, tout le monde vous dit ça. En même temps, personne ne fait jamais rien. Et tout le monde continue à être dans le court terme. J'ai travaillé avec des banques où déjà de passer des fameux résultats trimestriels, vous savez les quarterly results, de passer à raisonner sur des projets sur 1 an, déjà c'était raisonner sur du temps long pour eux. Alors en même temps on leur disait mais vous faites des crédits des fois sur 30 ans donc c'est possible, ou des projets d'investissement sur des plateformes industrielles et autres. Donc déjà ce passage-là c'est déjà raisonner sur du temps long. Et j'ai travaillé avec une entreprise familiale qui a des terres, qui exploite une exploitation forestière. Et alors eux, donc ils plantent des arbres, et leurs arbres, ça met 40 ans à pousser, et ces gens-là font des business plans sur 80 ans. Donc le temps long, dans les deux cas, ils ont travaillé pour raisonner davantage sur le temps long. Simplement, le temps long de la banque et le temps long de l'exploitation forestière n'est pas le même. Et c'est idiot de dire 80 ans à l'un et 1 an à l'autre. Donc chacun doit se choisir son propre temps long, si vous voulez. Mais il n'empêche que chacun peut travailler sur davantage, prendre en compte le temps long.
Bien sûr, c'est très relatif. Parfois, ces sujets au cours de la bourse, et donc le temps long est assez court. Et dans le cas des entreprises familiales, on constate ça assez souvent. Il y a de l'investissement dans l'avenir, en fait. Il y a de l'investissement sur la durée. Tout à fait. Et bien que l'humain va être davantage pris en compte Oui. à ce moment-là. Parce qu'on va plus justement travailler sur de la formation, du développement des compétences, sur des investissements d'ergonomie par exemple, et puis sur tous les critères RSE, de décarbonation, etc. Ça prend du temps long, ça, on le sait. Donc d'accepter de raisonner sur du temps long, ça permet d'être plus écologie humaine. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez Je voudrais juste Ouais, bien revenir sûr. sur la question d'entreprise familiale. Évidemment, la petite entreprise familiale ou la SCOP, moi j'ai travaillé avec Etifinance où ils sont 10, tous des cols blancs, donc c'était très facile d'être écologie humaine. Et d'ailleurs, un des critères, c'est de raisonner à l'échelle d'un site. Vous voyez, d'une usine ou d'un petit territoire, plutôt que de raisonner global tout de suite. Il n'empêche que même la multinationale Total peut raisonner sur l'écologie humaine. Bien sûr. Donc bien sûr, il y a des structures capitalistiques ou managériales qui facilitent plus ou moins les choses, mais ce que je veux dire, c'est que ma grille, elle peut s'adapter pour toute entreprise qui a envie de se lancer dans la démarche. Oui, bien sûr. Et après, il y a des entreprises familiales qui sont grosses. Par exemple, je pense au groupe Havas, qui est quand même assez familial. En tout cas, l'actionnariat est familial et il faut prendre en compte les milliers, les dizaines de milliers de collaborateurs au sein de l'entreprise. Oui. Donc, évidemment, il y a des voyez. problèmes d'échelle. Oui. Enfin, il y a des enjeux, en tout cas, à adapter à l'échelle. Oui, mais à ce moment-là, un des critères, c'est de réduire l'échelle, c'est de commencer par raisonner sur un site ou une petite région ou un bassin de vie, vous voyez, et de repartir donc par le bas et de remonter, et pas l'inverse. Je pense que s'il y a une chose à résumer, ce qu'a montré le projet FO, c'est que quel que soit le type d'entreprise, son secteur d'activité, son métier, son actionnariat, son style managérial, elle peut toujours appliquer la grille d'écologie humaine, la grille des 12 critères, qu'en fait cette grille est conçue pour que le même critère, selon les contextes, puisse s'adapter différemment. Alors, je pense à l'entreprise Noveos qui gère des parcs d'entreprises. Donc, eux, ils ont la gestion des parcs d'entreprises. Et ils se sont posé la question de, par exemple, que faire le week-end quand toutes les entreprises sont vides, parce que souvent dans ces parcs d'entreprises en banlieue, il y a beaucoup d'espaces verts. Et ils ont ouvert leurs espaces à des associations d'athlétisme locales, par exemple, des associations sportives locales, également aux pompiers pour qu'ils puissent faire des entraînements. Donc c'est une allocation, vous voyez, de ressources qui a gêné personne, donc tout le monde y était gagnant. Et en même temps, ça leur permettait de s'insérer dans la communauté locale, ce qui est un des critères, et de travailler avec des parties prenantes différentes. Ensuite, dans cette entreprise, comme beaucoup d'entreprises font des ruches, par exemple, ou, vous voyez, pour essayer de travailler sur la biodiversité, eux, ils ont eu l'idée de créer un poulailler. Donc, il se trouve qu'il y avait 2 collaborateurs qui, de par leur enfance et tout, s'y connaissaient et qui étaient des collaborateurs plutôt peu qualifiés, mais qui étaient très fiers de leur savoir-faire. Donc, ça a commencé à les... Donc, ils étaient très fiers de s'intéresser, de s'occuper du poulailler. Beaucoup d'autres trouvaient ça vraiment tarte à la crème au début, enfin vraiment, vous voyez, le cliché RSE, bobo. Et puis, petit à petit, se sont pris au jeu, ont commencé également à s'occuper du poulailler. Donc, ça a créé une cohésion interne, managériale, vous voyez, dans l'entreprise. Et puis, qui dit poulailler dit des poules qui pondent des œufs. Donc, qu'allait-on faire des œufs ? Alors, au début, ils ont voulu les donner aux restaurants d'entreprise du parc. Et puis, il fallait respecter des normes sanitaires, donc c'était interdit. Donc, vous voyez, des fois, les normes, en fait, vont à l'encontre du bien commun. Parfois, il faut faire un peu attention. Donc, ils ont commencé à en donner aux collaborateurs. Bon, alors après, à un moment, vous n'allez pas manger des œufs non plus tous les jours. Et donc, ils en ont fait des cadeaux pour les clients. Donc, une démarche très interne RH est devenue une démarche marketing. Vous voyez, donc, typiquement, cette entreprise a réalisé sous différentes facettes, de manière assez modeste, une démarche d'écologie humaine. Et puis, alors, ils voulaient sponsoriser des activités caritatives ou des associations. Alors, certaines entreprises du parc, qui étaient des géants très, très connus, avaient leurs propres associations, donc ils ont voulu
dire pourquoi vous ne vous inscrivez pas dans notre association, enfin à soutenir notre association. Mais ils se sont dit, oui, mais les autres entreprises vont se sentir moins concernées par le gros acteur qui arrive avec son projet tout ficelé. Et c'est là que je reviens à ce que je racontais sur les pelouses, qu'ils ont décidé de subventionner des associations locales et les pompiers locaux, alors à la fois financièrement, mais également en proposant leurs installations. Donc je reboucle avec ce que je disais au début. Et là, tout le monde était concerné puisque c'était local, vous voyez. Bien sûr. Donc en fait, là, dans l'écologie humaine, on parle même... Enfin, il y a la notion d'écosystème. C'est tout un écosystème, toute une écologie qui bénéficie à ce projet. Voilà, et un écosystème, on en parle souvent pour la biodiversité, mais là, un écosystème humain. Un écosystème humain, exactement. Voilà, peut-être pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entreprises pour se lancer dans un projet d'écologie humaine? Un conseil, ce serait déjà d'avoir envie et de croire que c'est possible, quelle que soit l'entreprise, ou si on n'est pas décideur à la tête d'une entreprise, au moins dans son département, ou son service, ou son usine, comme je le disais, que c'est possible, et ensuite de partir de la grille, et qui, encore une fois, peut s'adapter un peu à différentes situations. Donc là où je suis, je peux au moins prendre certains critères de cette grille et entamer une démarche. Donc voilà mon conseil. Et ma conviction, c'est que vous allez voir, c'est un peu l'exemple de Novéos et de son poulailler, même si au départ les gens sont sceptiques, disent que c'est du greenwashing ou que c'est tarte à la crème ou ce que vous voulez, si c'est fait sérieusement et avec conviction, les gens vont adhérer. Et en fait, quand je dis les gens, les collaborateurs en particulier, ils ont envie d'y croire et ils ont envie de se lancer. Et in fine, ça aura même un impact positif pour les clients, enfin pour le marketing des marques vraiment pour les clients. Alors tout à fait, c'est un autre volet que j'ai moins abordé, mais l'écologie humaine, ça peut être aussi vis-à-vis des clients. Et toutes les démarches base de la pyramide, ce qu'on appelle base de la pyramide, c'est-à-dire l'idée d'intégrer les clients les plus fragiles dans le jeu économique, c'est-à-dire de leur proposer un service dont ils sont exclus jusqu'à présent, qui leur soit adapté, alors à la fois en termes tarifaires, mais c'est également en termes de process, de moyens d'entrer en interaction. Si on fait l'effort d'aller vers eux, eh bien, ils deviennent des clients, ou c'était des clients, mais vous voyez, ce sont vraiment des clients, c'est une vraie politique marketing. Et le fait de leur apporter ce service contribue à les sortir de leur fragilité. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est l'exemple bancaire. De ne pas avoir de compte en banque, c'est une très forte exclusion. Ça vous sort de tas de services. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir certains services, même de téléphonie mobile, parce qu'il vous faut un RIB, vous voyez, de ce genre de choses. Donc, vous ne pouvez pas le louer d'appart. C'est une très forte exclusion. Et le fait de donner des comptes bancaires, donc ça a été le droit au compte, mais la Poste en particulier a beaucoup milité, la Banque Postale, pour pouvoir donner ce service, et c'est celle qui l'offre le plus facilement. Alors bien sûr, il y a des conditions, mais le fait de bancariser ces clients-là, de les doter d'une carte de paiement par exemple, ça contribue à les sortir de leur fragilité. Et comme ils sont moins fragiles, et du coup, soit ils gagnent en revenus, soit pour être clair, ils posent moins de problèmes. Et donc, il y a une espèce de spirale vertueuse qui s'enclenche. Alors qu'avant, on était dans le cercle vicieux. La Banque Postale s'est donné une mission sociale, justement, d'aider ces personnes qui ne sont pas bancarisées. Tout à fait. Alors, elle est entreprise à mission maintenant, mais ça a été préparé bien en amont par cette volonté de bancariser, d'offrir des services bancaires à tous. Eh bien, Christelle, donc, pour approfondir le sujet, on peut lire votre livre Écologie humaine et entreprise performante. Oui. Merci Christelle d'être venue sur le plateau. Pour vous qui êtes restés jusqu'au bout, merci beaucoup de nous soutenir. Dites-nous en commentaire si vous avez des remarques et des choses à ajouter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Merci et à bientôt. Et merci, au revoir.